J'ai repris la définition dite légale des soins palliatifs. Donc, ce sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Donc, on parle surtout de soulager la douleur, comme vous l'a dit Marjorie. C'est particulièrement difficile, je pense, de supprimer la douleur. Il ne faut pas promettre au malade qu'il n'aura plus mal, qu'il sera complètement bien, psychologiquement, philosophiquement, spirituellement. Il faut y aller à pas compter, par marche progressive, pour essayer d'arriver à un résultat le plus positif possible. Donc, il y a différentes lois qui traitent de la fin de vie qui sont sorties. La loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d'accès aux soins palliatifs. C'est la première ouverture vers les soins palliatifs. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui prévoit que les décisions sont prises par le patient, c'est une nouveauté. Avant, les décisions étaient prises par l'équipe médicale, parfois en association avec l'équipe paramédicale, mais surtout le malade n'avait rien à dire. Donc là, c'est une ouverture importante, c'est une ouverture, une prise en charge par le patient lui-même de sa vie, de ses soins, dans la mesure, bien sûr, où il a été informé, dans la mesure où il peut prendre une décision, bien sûr. Cette loi institue le droit au refus de l'acharnement thérapeutique. Donc c'est un point capital. C'est ce qu'on appelle actuellement obstination déraisonnable, changement de terme pour être un peu plus souple, un peu moins agressif. Mais ça montre bien qu'il y a une évolution progressive de la société dans le cadre des soins à apporter à un malade. Et la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, c'est la loi dite loi Leonetti que nous allons voir. Alors, les deux dernières lois convergent vers la reconnaissance du droit pour le malade de refuser des traitements qu'il juge disproportionnés, dont il n'a pas envie tout simplement, ou inutiles, et se complètent pour affirmer le respect de l'autonomie du patient. Ce sont des points très importants qui sont apparus relativement récemment. Donc, le malade peut prendre en charge les décisions correspondant à ses traitements, correspondant aussi à ses soins. Et en étant informé, bien sûr, bien informé, ce qui veut dire que si le malade est informé, c'est qu'il a bien tout compris, ce qui n'est pas si évident que ça, et ça lui permet d'être au mieux par rapport à sa prise en soin. Donc la loi Leonetti, j'ai repris la loi article par article, et dans chaque article, j'ai repris les points principaux qui apportaient quand même une nouveauté. Donc, interdiction de l'obstination déraisonnable, vous voyez, on a changé de terme, mais ça veut dire la même chose, pour tous les malades. Donc là, c'est important. Limitation ou arrêt de traitement, c'est au moins aussi important, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'instaurer une prescription ou un traitement, on n'est pas obligé d'augmenter éventuellement des doses thérapeutiques, on respecte le malade, l'évolution du malade, dans le cadre de sa fin de vie, ou dans le cadre de l'évolution vers la fin de vie, on respecte le malade dans le cadre des traitements. On respecte bien sûr la dignité du mourant. Ça passe encore un peu à l'as, mais bon, progressivement, les équipes soignantes paramédicales et médicales arrivent à intégrer cette notion, mais ce n'est pas partout pareil. Dans certains cas, c'est presque nul, mais on arrive, on avance progressivement. La qualité de vie, bien sûr, dans le cadre de la loi Leonetti, est respectée, c'est ce que l'on vise, c'est ce qu'on essaie vraiment d'obtenir, en sachant que cette qualité de vie, ce n'est pas ce que nous voyons, c'est pas ce que nous entendons, c'est ce que le malade dit, c'est important. Il y a des choses que le malade vit, il y a des choses que le malade dit, et ça peut ne pas correspondre à nos opinions. Mais on respecte, bien sûr, l'opinion du malade, c'est capital. Et dernier point, dans l'article 1er, donc la poursuite des soins. Bien sûr, on n'arrête pas les soins, on peut arrêter des traitements, mais on continue les soins dans la mesure où le malade est toujours dans l'acceptation. Il arrive parfois que des malades demandent à certains jours de ne pas faire des toilettes, par exemple. Ben, c'est à respecter, et progressivement, on doit l'inciter les jours suivants à faire sa toilette.
Donc il faut savoir que la poursuite des soins, bien sûr, est importante pour le malade. Dans l'article 2e, renforce les devoirs des médecins en matière d'information du malade. Donc on doit bien sûr communiquer avec le malade dans la mesure où il est réceptif, bien sûr. Un malade en coma, ça peut être difficile de lui apporter des informations, mais on peut néanmoins lui parler, il n'y a pas de souci particulier, ça peut se faire. Donc l'information est capitale. Et il faut s'arranger pour que le malade comprenne ce que l'on dit. On ne parle pas avec des termes médicaux ou paramédicaux un peu sophistiqués, un peu difficiles. On utilise un langage courant en fonction de l'évolution intellectuelle du malade. Information de la personne de confiance. Donc la notion de personne de confiance est plus ancienne, elle ne date pas de cette loi Leonetti. Et la personne de confiance, c'est quelqu'un qui accompagne en général le malade dans son circuit médical, dans son trajet médical, et c'est quelqu'un qui peut nous aider ultérieurement à prendre des décisions thérapeutiques ou non thérapeutiques pour la meilleure prise en soin du malade. C'est un référent, elle n'est pas fait comme ça, mais c'est un référent du malade dans le cas où le malade ne pourrait plus nous communiquer certaines choses. Dans cet article 2e, on importe l'information de la famille. Bien sûr, la famille était toujours informée, je pense raisonnablement. Dans le cadre des fins de vie, la famille était sûrement plus informée que ne l'était le malade. Donc là, il y a eu quand même une information de la famille qui persiste et qui doit apporter, sauf si le malade l'a interdit bien sûr, qui doit apporter les éléments nécessaires à la famille dans le cadre de la fin de vie pour les aider à comprendre ce qui va se passer, à comprendre l'évolution. Et en sachant que dans les familles, il peut y avoir plusieurs avis parfois différents, parfois divergents, et que chaque membre de la famille évolue à son rythme propre. Donc il faut parfois répéter régulièrement des choses pour que tout le monde puisse avancer correctement. Information d'un proche, donc la famille bien sûr en premier, mais un proche peut être informé en fonction de l'autorisation du malade, peut être informé de l'évolution. Il y a la notion d'effet secondaire qui est d'abréger la vie en utilisant certaines thérapeutiques. Donc on n'est pas là pour abréger la vie, mais on doit pouvoir informer et dire que telle thérapeutique pourrait avoir comme conséquence d'abréger la vie. Et la loi, bien sûr, Leonetti, parle de la traçabilité écrite, on verra ça ultérieurement, régulièrement. C'est très important, on vous rabâche ça à longueur pour les élèves infirmiers de stage, pour le personnel infirmier à longueur de poste, mais c'est très important parce que si quelques années après, une famille voulait avoir connaissance d'un dossier, elle pourrait très bien dire il n'y a rien de marqué, on ne sait pas ce qui s'est passé, et ça pourrait laisser supposer qu'il y ait des choses qui ont été faites, des traitements qui ont été instaurés et qui n'ont pas été écrits, qui n'ont pas été le centre d'une information à l'équipe paramédicale, et l'entourage pourrait se poser des questions, voire se poser la question de l'euthanasie. Dans l'article 3e, donc, la notion de respect de la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement, après avoir été informé, bien sûr, des conséquences, d'abord de ce que l'on veut avec le traitement, en prescrivant le traitement, et ensuite des conséquences de l'arrêt de ce traitement. Et il faut savoir parler à ce moment-là, bien sûr d'aggravation, mais voire même de mort, avec le malade, de pouvoir l'informer de ses possibilités. Mais il prend ses décisions après avoir été informé, en posant des questions éventuellement, donc on est là pour l'aider. Dans l'article 4e, donc ça s'adresse plus au niveau des équipes, donc on peut demander l'aide d'un confrère pour une prise en charge en fin de vie dans un service hospitalier, et là c'est dans les établissements où elle existe, c'est le rôle de l'équipe mobile de soins palliatifs, mais on sait bien qu'on ne voit pas tous les malades qui sont en fin de vie, tous les malades qui meurent. Ça dépend bien sûr des personnalités médicales et paramédicales locales. On parle de réitération de la décision du malade. Si le malade ne veut pas de traitement, ne veut pas ci, ne veut pas ça, il doit réitérer sa décision et cette réitération doit se faire dans un délai raisonnable. Ce n'est pas au bout de 6 mois, bien sûr, hein, nous sommes en fin de vie, ça peut être au bout d'une semaine par exemple, il peut redire certaines choses, donc c'est important. La traçabilité écrite est reprise ici aussi, le respect de la dignité est repris ici aussi, et la poursuite de soins est reprise aussi ici.
Alors, nous avons dans l'article 5e la notion de procédure collégiale, c'est-à-dire un ensemble de soignants qui peuvent se réunir, qui peuvent discuter du cas d'un malade et qui peuvent permettre de prendre une décision en sachant que le médecin responsable du malade est seul prescripteur pour le malade. Les médecins restent des prescripteurs dans le cadre de la législation actuelle. Mais c'est une aide importante pour les médecins référents du malade. On parle aussi de limitation et d'arrêt de traitement, en sachant qu'en fin de vie, il y a des traitements qui peuvent paraître inutiles. Il est certain, par exemple, que des traitements pour certaines maladies chroniques, pour traiter, par exemple, une hypercholestérolémie, à 15 jours d'un décès, ne sont vraiment plus importants, donc on peut se permettre de l'arrêter. On peut arrêter éventuellement, dans le cadre des traitements, une alimentation, quand on sait que ça ne peut rien apporter au malade, sauf peut-être des effets négatifs ou des effets nocifs, donc ça peut se savoir. On peut limiter des traitements, c'est-à-dire limiter des doses ou limiter des associations. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Par contre, dans le cas de la douleur, dans le cas de la dépression, dans le cas de l'angoisse, c'est sûr qu'on va poursuivre les traitements, même si les effets secondaires sont par exemple une sédation plus ou moins importante. Normalement, sédation, ça veut dire rendre un malade aréactif. Le reste ne sont pas des sédations, mais des états de somnolence plutôt. Et on reprend la traçabilité écrite. Article 6e, donc on revient sur le respect de la volonté de la personne malade bien sûr. On traite un malade, on ne prend pas de décision en fonction de l'avis de la famille. La famille n'est pas malade, normalement. Donc ce n'est pas la famille qui nous aide à nous orienter dans le cadre des traitements et de la prise en charge du malade. C'est le malade lui-même, en sachant que si le malade devient non communicant et ne comprend plus ce qu'on peut dire, il y a un contrat qui s'est établi avec le malade auparavant et on respecte ce contrat. Quelquefois, nous sommes obligés de travailler contre l'avis de la famille. Et ça passe parfois difficilement. On revient sur la traçabilité écrite, donc on enfonce vraiment le clou. On revient sur la dignité du mourant. Bon, le terme n'est pas... Moi, j'aime pas trop. On peut parler de malade en fin de vie, c'est quand même plus élégant, je pense, mais bon, c'est uniquement de la sémantique. Mais on conserve le contexte de dignité, on conserve le contexte de qualité de fin de vie et on conserve le contexte de poursuite des soins. Donc vous voyez, la loi a rabâché les choses, mais c'était indispensable. Dans le cadre de l'article 7e, on parle des directives anticipées, donc qui sont des directives prises par le malade dans le cadre de la fin de vie, j'insiste bien là-dessus, c'est toujours dans le cadre de la fin de vie parce que c'est la loi des droits des malades et de la fin de vie. Donc les directives anticipées permettent aux malades de prendre des décisions dans le cadre des traitements qui pourraient lui être proposés et s'il ne communique pas, qui pourraient être nécessaires, mais en fonction des directives anticipées, on est obligé de respecter ces directives. Elles ne s'imposent pas, mais je crois qu'il faut faire attention à ça. Donc ces directives anticipées sont un élément important dans le cadre de la prise en soin du patient, en sachant qu'elles peuvent devenir contraignantes dans le cadre d'une nouvelle loi qui pourrait être votée prochainement, vers le 10 ou 11 mars. Donc ces directives anticipées sont capitales et je pense qu'il faut que tout le monde devrait écrire ces directives anticipées, les conserver ou les donner à quelqu'un, peu importe, mais ça permettrait, mais toujours dans le cadre de la fin de vie, c'est pas une directive anticipée qu'on utiliserait en permanence. Vous êtes hospitalisé pour une pneumopathie grave, on ne va pas utiliser vos directives anticipées pour dire que vous n'avez pas besoin de réanimation. Une pneumopathie grave peut bien sûr s'améliorer avec un traitement adapté, donc les directives anticipées ne s'adaptent pas par exemple à ce type de cas. C'est dans le cadre de la fin de vie. C'est sûr que si cette pneumopathie grave évolue vers l'apparition d'un coma, là on peut prendre en charge, prendre en raisonnablement la notion des directives anticipées pour pouvoir suivre le malade. L'article 8e revient sur la personne de confiance, qui est une notion plus ancienne. L'article 9e revient sur la procédure collégiale, la qualité de fin de vie, la poursuite de soins. Donc, vous voyez que dans le cadre de ces différents articles, il y en a d'autres, mais qui n'apportent rien d'essentiel pour nous ici. Dans le cadre donc, de cette loi dite loi Leonetti,
Il est certain qu'il y a des éléments importants d'apparition récente, 2005, c'est semi-récent maintenant, mais d'apparition récente qui n'existaient pas auparavant et qui ont été là pour révolutionner la prise en soin des malades, l'information, la traçabilité, la dignité, donc tout ça, la poursuite des soins ou la non-poursuite des soins, donc tout ça est intégré à la loi Leonetti et ça a permis, je pense qu'en soins palliatifs, moi je m'en suis rendu compte personnellement après, dans le cadre de la prise en soins palliatifs, dans une unité de soins palliatifs ou en équipe mobile, on faisait déjà, entre guillemets, comme ça. Mais pour les autres équipes médicales et paramédicales, ça a permis, dans certains cas, d'améliorer la prise en charge, de modifier la prise en charge, et ça a permis aux gens de réfléchir par rapport à cette prise en charge ou prise en soin. Donc, les carences de la loi Leonetti, donc ce sont essentiellement des carences de publicité, entre guillemets, bien sûr. C'est-à-dire que les hommes politiques l'ont voté à la majorité sauf 2 voix. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal, c'est rarissime. Hein, mais ils n'en ont pas fait une publicité énorme. Ils ont voté, c'est fermé, on tourne la page et on passe à autre chose. Donc les hommes politiques sont un peu en cause dans le cadre de cette absence de publicité. Le public aussi, le public a entendu parler de cette problématique, il n'a pas cherché à savoir plus, il n'a pas cherché à communiquer, parce qu'on ne lui a peut-être pas laissé non plus l'espace suffisant pour communiquer. Les médecins n'ont pas intégré cette loi Leonetti dans leurs informations. Beaucoup de médecins, je ne dis pas tous bien sûr, mais beaucoup de médecins. Donc les médecins sont aussi un peu fautifs dans le cadre de cette connaissance de la loi Leonetti. Les soignants, donc soignants non médecins, sont aussi en cause dans le cadre de cette non-connaissance de la loi Leonetti. Donc, tout le monde, en fait, presque tout le monde, je vais pas dire tout le monde, pas 100%, mais presque tout le monde n'a pas fait ce qu'il fallait par rapport à cette loi Leonetti, et c'est pour ça qu'elle est actuellement mal appliquée, là où elle est appliquée, ou elle est non appliquée, là où les gens ne veulent pas s'investir dans son application. Ensuite, il y a eu donc un rapport publié en décembre 2012, qui est le rapport de la commission SICAR, donc qui évalue la loi 2005, c'était son rôle, elle l'a fait, qui a réfléchi sur la fin de vie, c'était ça, son rôle et elle l'a fait. Et les Français, donc vous voyez, c'est important, les Français ont exprimé leur manque de confiance, et ce sont des termes importants, envers les médecins dans la prise en compte de la parole de la personne en fin de vie. Donc vous voyez, de 2005 à 2012, il n'y a pas eu gros changement. Donc ça, c'est important dans le cadre de la prise en soin du malade. Cette commission SICAR demande le renforcement du rôle des directives anticipées qui devraient devenir contraignantes. Alors ça va être sujet d'une discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat, bien sûr. Ça va être sujet parfois à des choses épineuses qui vont sortir. Cette commission SICAR conseillait le développement de l'enseignement des soins palliatifs. C'était déjà enseigné. Il y avait déjà les USP pour enseigner, les équipes mobiles pour enseigner. À l'université, il y a des enseignements, mais ce n'était pas suffisant, il faut pouvoir faire plus. Et ensuite, donc, cette commission SICAR intégrait la sédation à but terminal dans certaines situations. Donc, elle est officiellement hostile à l'euthanasie, et elle ne se prononcerait pas sur le suicide assisté, donc il y a encore des points qui restaient dans l'obscurité. Le Conseil national de l'ordre des médecins, en février 2013, a parlé d'un droit à la sédation terminale dans des situations exceptionnelles, donc ça c'est dans les suites de la commission SICAR. Le Comité consultatif national d'éthique, dans le cadre d'un avis fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir, de juin 2013, demande l'accessibilité à tous aux soins palliatifs, en sachant de toute manière qu'il n'y a pas assez de lits de soins palliatifs, donc ce ne sera pas accessible à tous. Demande que les directives anticipées soient contraignantes pour les soignants, soignants médicaux et paramédicaux bien sûr, donc on arrive dans la contrainte. Ensuite, ce CCNE donc, ne légalise pas, ne veut pas légaliser l'assistance au suicide, donc le suicide assisté, ne parle pas de légalisation de l'euthanasie, mais parle par contre d'une sédation continue. Donc sédation, c'est un malade non réactif. Les étapes précédentes à une sédation ne sont pas vraiment une sédation, jusqu'au décès, à la demande du patient, s'il est en phase terminale de sa maladie. Donc il
faut bien comprendre la phase terminale de la maladie, c'est pas toujours simple. Ensuite, il y a une conférence des citoyens à l'initiative du CCNE, donc qui parle d'une exception d'euthanasie qui doit être appréciée par des commissions locales. Alors là, on arrive dans un système plus ou moins administratif qui peut retarder la prise en charge des malades. Donc c'est un petit peu lourd, à mon avis, à intégrer et à mettre en route. Donc toujours le Comité consultatif national d'éthique reparle par la suite de l'absence d'accès aux soins palliatifs pour tous, donc manque de lits, manque de personnel, manque d'argent tout simplement, parce qu'à notre époque c'est surtout l'argent qui intervient là-dedans. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de personnel, etc. etc., etc. Le CCNE donc, institue le caractère contraignant des directives anticipées, on en a déjà parlé, il en a reparlé après, et sédation profonde jusqu'au décès, donc il en a reparlé par la suite. Ensuite, vous avez le rapport Claes-Leonetti, qui dérive de la loi Leonetti, donc suite à la lettre de mission de M. Valls, Premier ministre, du 20 juin 2014. Donc, il y a un droit du malade à une fin de vie digne et apaisée. C'est ce que l'on cherche dans les unités de soins palliatifs, c'est ce que l'on peut arriver, je ne dis pas à 100%, mais vraiment de manière très fréquente. C'est ce que les équipes mobiles de soins palliatifs apportent aux services dans le cadre de leurs interventions. Parle de l'obstination déraisonnable, on en revient. Limitation et ou arrêt de traitement, on reprend ça en continu. Sédation profonde et continue à la demande du malade en toute fin de vie. Alors la notion de toute fin de vie sera à déterminer. Je pense que la loi aura peut-être une notion de temps, mais je crois que ce sont de toute manière les équipes soignantes des unités de soins palliatifs et des équipes mobiles de soins palliatifs avec les équipes soignantes des services qui pourront prendre connaissance de cette sédation profonde et continue et de cette toute fin de vie. C'est une notion difficile à expliquer. La procédure collégiale est reprise, la traçabilité écrite et reprise, la souffrance réfractaire, donc souffrance dans le cadre d'une douleur physique par exemple, mais aussi d'une souffrance psychologique. Quelqu'un qui est paniqué à l'idée de mourir, qui est dans des angoisses majeures, dans une dépression majeure, pourrait bénéficier d'une sédation profonde pour pouvoir avoir une fin de vie un peu plus tranquille. Donc la procédure collégiale est reprise, les directives anticipées sont imposées aux médecins, sauf si inappropriées. Il fallait savoir que les directives anticipées actuelles ne sont pas imposées aux médecins. La notion de personne de confiance, respect de la volonté du patient, sans légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Merci.